d'être là. Donc, je vais rapidement présenter nos membres du panel. Donc, Virginie, tu es concept artiste, concept art supervisor. Tu as été l'ancienne directrice artistique VFX chez MPC à Londres, où tu as créé le premier poste de concept artiste VFX. En 2015, tu as créé le studio The Art of Direction, qui accompagne les talents dédiés spécifiquement au développement de projets, dans lequel tu as accompagné le développement visuel de projets de films tels que Captain Marvel, Jurassic World, Assassin's Creed. Et tu vas pouvoir nous partager un peu cette expérience-là. Ben voilà, merci beaucoup. Simplement, donc l'expérience IP, puisque c'est le sujet de la conversation, ça commence effectivement par les Harry Potter, les sequels, il y a déjà de cela 15-20 ans, je ne sais plus. Et en fait, sortant des VFX avec EOD, on accompagne maintenant vraiment les designers de production à faire la signature visuelle des films. Donc je suis dans toutes les conversations créatives initiales de toutes ces franchises j'ai en fait, pour vous donner un petit peu le point de vue, j'avais rapporté un petit peu de 3 exemples du contexte en fait, du contexte de ce que je peux apporter ici dans la conversation. Donc on peut peut-être lancer c'est 1 minute, je vais essayer de parler dessus parce que c'est juste 3 points pour vous montrer un peu l'ampleur. Si tu me permets, je finis la table ronde. Ah d'accord, pardon. Et après, d'accord, je reviens. Bon, je terminerai la présentation après. Hop. Merci beaucoup. Gabriel Estève, tu es conseiller en propriété intellectuelle, associé fondateur du cabinet Akea, c'est prénom comme ça? Exactement. Oui. Qui est spécialisé dans les industries créatives, donc tu accompagnes en particulier le secteur du jeu vidéo et des nouveaux médias, dans tous les enjeux de questions juridiques et légales sur ces questions d'IP dont on parlera un petit peu plus précisément tout à l'heure. Tout à fait. Donc moi je suis spécialisé, je suis la partie juridique du débat et de la table ronde, donc ça va me permettre de cadrer un peu justement les échanges sur la reconnaissance d'une IP, qu'est-ce que c'est, comment on peut l'évaluer aussi financièrement, en tout cas quelle est la valeur d'une IP, en tout cas sur la partie juridique, bien entendu sur la partie créative et plus sur la partie gestion de projets, etc., je laisserai les autres personnes ou les autres participants à la table ronde se prononcer, parce que moi j'aurais peut-être un discours d'expérience et de point de vue entre guillemets, mais ce sera en tout cas pas sur mon expertise que je pourrais me prononcer sur ces sujets-là. Merci. Anne Thomen, donc, qui nous a aussi beaucoup aidé à piloter et construire ce panel. Donc Anne, toi tu es la fondatrice de Atom Entertainment. Tu as travaillé pendant près de 20 ans, pas plus de 20 ans, près de 20 ans, dans les ventes internationales chez Studio Canal, MBCCU, sur le développement d'IP global et au niveau international. Donc ça fait partie du rayonnement des marques et des IP internationales, ça fait partie vraiment de tes projets. Depuis plusieurs années, donc on se connaît assez bien sur ce sujet-là. Tu as un projet de développer une pépinière de jeunes talents. Ça fera partie des sujets de discussion où comment est-ce qu'on accompagne aussi les nouvelles générations à comprendre ce que sont les enjeux et aussi comment ils peuvent être un relais. Et voilà, je suis ravi que tu sois avec nous. Merci. Et, voilà. Et pour finir, Pierre de Cabissol, dit Peyo. Alors j'ai découvert que tu étais docteur en cinéma, littérature, en plus d'être le cofondateur du studio d'animation Supamonk, qui était à l'origine à Paris et qui a ouvert un studio ici. Et tu es aussi le créateur de la Super Résidence, qui était le premier sujet de discussion que j'avais avec mes étudiants pendant des années à Paris, qui est comment je fais pour rentrer à la Super Résidence. Voilà. Donc, Supa, qui est un studio historique d'animation, et ici, tu travailles sur le développement de pipelines qui intègrent les questions d'innovation du jeu vidéo pour un peu plus transversal. Et je te laisse en dire un petit peu plus. Tu as tout dit, mais oui, c'est vrai qu'ici, à Montpellier, on est là depuis 2021 et bien accueilli par la métropole d'ailleurs. Et on travaille sur à la fois
les deux gros axes, c'est un jeu vidéo qu'on fait nous-mêmes et qui fonctionne sur un pipeline qui est à la fois jeu vidéo et animation. Et on développe aussi une série qui s'appelle Les Métiers. Pour les deux projets, on a été aidé par le fonds de dotation au CCC de la Métropole, qu'on peut remercier. Merci. Moi, je me présente, donc je suis Johan Da Silva, je suis le directeur enseignement supérieur chez Epic Games. Et donc une bonne partie de mon travail, c'est d'accompagner les industries créatives à utiliser les technologies du jeu vidéo en dehors du jeu vidéo. Et l'un des grands sujets est comment on utilise ces technologies-là aussi pour faire émerger des nouvelles idées, des nouvelles IP, et travailler un peu plus sur la transversalité. Alors pour commencer, voilà, on a parlé d'IP. Alors par expérience, la petite anecdote, on a déjà fait une table ronde un peu sur ce sujet-là et on s'est bien rendu compte que IP n'était pas le premier sujet qui permettait de fédérer, parce qu'on ne comprend pas toujours de quoi on parle. Donc ce qu'on pourrait peut-être commencer, c'est déjà chacun, quelle est votre... à la fois définition, mais expérience aussi de qu'est-ce qu'une IP, et si on peut le mettre un tout petit peu en perspective, pourquoi dans vos rôles, expériences individuelles, c'est un enjeu ou pas? Oui, alors une IP, c'est une propriété, une intellectual property, donc une propriété intellectuelle, donc ça veut dire que c'est un développement intellectuel de projet qui appartient à la société qui le développe autant qu'aux auteurs qui le développent selon une répartition. Donc Gabriel nous parlera mieux que moi. Ça donne dans le cinéma d'animation, ça permet de constituer un catalogue qui valorise une société, puisque nos sociétés ne sont sont valorisées que par les gens qui y travaillent, et on sait que c'est de la manœuvre en plus avec l'intermittence du spectacle qui est qui n'est pas, comme on dit, captive. Donc donner une valeur à son entreprise, c'est aussi créer ce catalogue d'IP. Autant que possible 100% à soi, mais c'est très rare d'y arriver, donc souvent c'est en partageant avec d'autres, on fait des co-IP. Voilà, pour moi c'est ça. Alors pour moi c'est un tout petit peu, alors c'est pareil, intellectual property, mais je dirais que je l'utilise davantage dans la notion de marque. Alors c'est plus une version anglo-saxonne du mot IP, de se dire qu'en fait une IP c'est, on va être capable on développe un monde, un univers, et qu'ensuite on va pouvoir déployer des histoires sur différents supports. Donc c'est vraiment dans cette notion de marque que j'utilise le mot IP. Et aujourd'hui, en fait, pour avoir travaillé dans l'audiovisuel, alors sur la partie audiovisuelle qui est plus série live action, pour moi, on a besoin de faire aujourd'hui émerger, je pense, des nouvelles choses, des nouvelles IP, et de sortir un peu du monde franco-français. Et en fait, moi, de mon parcours, c'est surtout cette confrontation à l'international. J'ai beaucoup été sur les marchés internationaux. Et en fait, la France disparaît petit à petit. Alors surtout sur aussi une catégorie de public, c'est-à-dire au niveau du young adulte et du teenager, en termes d'audience, parce que effectivement Peyo on parle plus d'animation, peut-être plus pour la jeunesse, alors qu'aujourd'hui c'est vrai que la tranche à laquelle on a du mal à répondre, c'est plutôt les teenagers et young adultes. Donc moi mon cheval de bataille, c'est de pouvoir faire émerger de nouvelles IP et françaises de préférence au niveau international. Donc voilà. Je sais pas si j'ai... Est-ce que tu veux que je me prononce sur la partie juridique? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est la propriété intellectuelle? En tout cas, juridiquement, c'est une catégorie de droits, ou en tout cas un ensemble de droits qui va réunir certaines protections qu'on va donner à certains créateurs ou à certains investissements. Typiquement, c'est ce que vous avez déjà évoqué, la catégorie propriété intellectuelle. Ça va être soit des droits d'auteur, donc sur les licences et sur les éléments qu'on crée et les catalogues d'œuvres culturelles et créatives qu'on va constituer en tant que société d'animation, en tant que société de film, en tant que société de jeux vidéo, etc. etc. Mais ça peut être également aussi du droit des marques. Donc c'est deux volets de la propriété intellectuelle, c'est deux droits différents qui viennent protéger deux choses différentes. Juridiquement, c'est donc une catégorie de biens immatériels qui vont être conférés par la loi par rapport, en contrepartie à certains investissements, en contrepartie à certaines créations, etc. etc. Ce dont on va parler le plus souvent en matière d'industrie culturelle et créative, ça va être les droits d'auteur, le copyright. Donc c'est ce qu'on va parler d'IP. Quand on parle d'IP vraiment en industrie culturelle et créative, ça va être vraiment la protection, le contrôle qu'on a, les droits d'auteur qu'on a sur les œuvres qu'on crée.
Et donc, quand Peyo parlait justement de créer des catalogues, c'est tout à fait ça, c'est constituer des différentes œuvres pour avoir différentes protections de droits d'auteur et donc des droits de propriété intellectuelle, des biens immatériels qui vont entrer dans le patrimoine des sociétés en question. Et on va pouvoir aussi protéger ces éléments-là, ce catalogue, par des dépôts de marque sur des signes distinctifs importants, c'est-à-dire en tout cas des signes distinctifs qui permettent de relier une société, des créateurs, etc., à un public ou à un produit. Typiquement, le nom Nintendo ou le nom Mario, le nom Luigi est déposé à titre de marque, et donc c'est une marque comme Coca-Cola, c'est une marque comme McDonald's, etc., sauf qu'elle va désigner un type de personnage, un type de relation économique, en tout cas un signe distinctif qui vient démontrer un univers, qui vient faire le lien avec un univers. Ça, juridiquement, ça va être deux droits différents. Donc ça va être le droit d'auteur d'une part, et d'autre part, le dépôt de la marque. Et il faut savoir qu'avec l'évolution des économies, notamment des industries culturelles et créatives, on va avoir aussi une importance pas forcément égale, parce qu'on reste quand même sur du droit d'auteur et du copyright qui protège de plus en plus, enfin le mieux les créations et les investissements des sociétés culturelles et créatives. Mais la marque va jouer aussi son rôle, et notamment va jouer son rôle pour protéger des univers dans lesquels va s'inscrire plusieurs œuvres. C'est-à-dire la marque Harry Potter, c'est vraiment une marque à part entière. Alors que l'univers Harry Potter, on va avoir plusieurs œuvres, donc plusieurs tomes, voire plusieurs adaptations de films, voire plusieurs jeux vidéo, voire plusieurs animations, etc., qui vont entrer dans cet univers-là. Par contre, la marque sera le nom, ou en tout cas le nom de chacun des opus, etc., qui sera protégé par un dépôt au titre de propriété industrielle, donc à titre de marque directement dans les offices. Voilà, je suis allé un peu vite sur le sujet, je ne vais pas détailler les régimes juridiques, mais au moins ça donne une présentation un peu ce que c'est. Donc la propriété intellectuelle, c'est un ensemble de droits immatériels qui est conféré par la loi pour protéger certains investissements, certaines créations. Merci. Donc Virginie. Pour compléter le tableau d'un point de vue créatif, lorsque j'interviens, ces marques existent déjà. Et c'est plus le sujet pour moi, c'est de trouver les idées novatrices qui vont servir la vision du réalisateur et en même temps continuer à fédérer les fans ou augmenter les fans. Donc on est toujours dans des processus créatifs qui essayent de trouver le juste milieu. Il y a des prises de risque, des fois des non-prises de risque. Donc c'est de ce point de vue-là que je pourrais participer à cette conversation. En fait, c'est dans comment vous prenez cette marque et vous la développez au fil des années, et comment vous gardez cet effet de surprise qui va assurer la vente des tickets. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la super marque française qui rayonne à l'international, qui va toucher un public d'adolescents et de jeunes adultes dans un studio d'animation française qui a le bon cadre juridique. Il faut aussi derrière continuer à la faire vivre et continuer à la faire évoluer pour qu'elle ne disparaisse pas. Pour rebondir dans les discussions qu'on avait en préparation, pour Supamong, par exemple, Peyo, tu nous parlais effectivement de cet enjeu entre être un studio qui va faire de la prestation à développer vos propres IP. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et des exemples déjà de projets en tant que tel, et comment vous abordez le sujet au sein des équipes? Alors, au début, Supamong, c'est un studio qui a été monté par 3 graphistes, plus moi qui venais plus du côté littéraire, on va dire. Et on avait envie de raconter des histoires. Et puis on s'est fait attraper par le monde de la pub et du trailer de jeux vidéo, qui sont quand on fait des films pour ces mondes-là, c'est vrai qu'il y a des marges importantes, il y a un confort de vie qui va avec, etc. Donc on a un peu laissé de côté l'idée de raconter des histoires pour être vraiment prestataire, et puis parce qu'il fallait lancer la boîte, etc. Et petit à petit, on y est revenu quand même en se disant, bon, c'était quand même notre objectif à la base. Et on va surtout développer on se donne pour objectif de développer des IP qui font sens. Ça peut paraître très prétentieux, mais qui ne sont pas de la consommation de base, qui ne viennent pas juste rajouter des minutes aux minutes déjà existantes de programmes audiovisuels. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je te parle de notre première série, ça a été Bande de sportifs. Et ben, c'était dans le cadre de Manger Bouger. C'était chaque épisode est un sport. On va donner envie, on l'espère, aux enfants de s'intéresser au sport. On a fait 80
80 épisodes, je sais pas. Du coup, pour que chaque épisode, à la fin de chaque épisode, l'enfant se dise, bah tiens, c'est ça que je veux faire du hockey sur glace, je veux faire du tennis, je veux faire ou des sports moins connus. On a fait Pompon Ours, ensuite là, on a signé la saison 3 pour France Télévisions. Pareil, c'est le rapport plutôt à l'écologie. On a fait Droners, c'est pareil. Bon, c'est des enfants qui font des courses de drones, mais dans un monde un peu post-apocalyptique qui est alerte un peu sur la montée de l'océan, etc. Donc il y a toujours quand même un discours. Et là, on travaille à Montpellier sur les métiers, chaque épisode présente un métier à un enfant. Et l'idée, c'est qu'on fait tous société ensemble, que tous les métiers sont importants, que quel que soit le métier de son parent, eh ben, ce métier a une valeur, etc. Donc nous, on a vraiment, on s'est orienté vers des IP avec une valeur ajoutée RSE, disons, éco-responsabilité, etc. Donc ça correspond un peu à ce qu'on est naturellement, on va dire. Il y a un tout petit calcul aussi qui fait qu'on sait qu'on est mieux financé quand on fait des choses bien. Voilà, mais l'idée, donc, c'est, oui, alors, pour rebondir sur ta question, j'ai un peu dévié, mais c'est une boîte n'a pas de valeur en soi. Une boîte, c'est des ordinateurs, des êtres humains. Les ordinateurs, ils vieillissent, les êtres humains, ils partent, et tu te retrouves sans grand-chose. Mais ce qui fait de la valeur de ta boîte, c'est son catalogue, grosso modo. Donc à un moment, on a bifurqué. Pendant 6 ans, on n'a fait que de la prestation, et depuis 12 ans, maintenant, on fait aussi de la production déléguée pour que ça valorise la boîte. Voilà, pour donner une valeur, je ne sais plus comment on dit, cataloguesque. Ouais, c'est ça, une valeur exactement à l'entreprise. Tu parlais des métiers, on peut peut-être juste montrer, on a une petite séquence de quoi on parle. Moi, je trouve que c'est un projet intéressant. Ça avait commencé c'était des petits films qui étaient commandés par l'AFDAS. Non, Ça a commencé, on a monté la boîte il y a 18 ans pour faire les métiers. Donc on a commencé par les faire nous-mêmes sur fonds propres pour se faire kiffer. Ensuite, pendant 6 ou 7 ans, à chaque fois qu'on avait des graphistes, des stagiaires qui étaient là, mais qui se retrouvaient un peu en creux, on leur faisait faire des épisodes. Donc on a fait 7 ou 8 épisodes comme ça. Et finalement, 17 ans plus tard, France Télé a dit ça nous plaît. Donc on a signé 52 épisodes avec France Télévisions. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis il y a eu la CPNEF qui nous a commandé, autour des personnages, et là on va aborder l'IP et l'iconographie, comment la protéger, etc. Avec les personnages de la série, la CPNEF nous a commandé un film pour présenter les métiers de l'animation. Grâce à la mise en relation par Valérie, et on parlait de décloisonner, etc. On a aussi fait des films pour l'UIMM, qui est l'Union des industries des métiers de la métallurgie, pour présenter quelques métiers de la métallurgie. On travaille aussi avec l'UPEC, qui est l'Université Paris-Est-Créteil, pour présenter 6 métiers de la recherche. Voilà, donc ça commence à vivre un peu ces petits personnages qui sont jamais que des œufs Kinder avec des bras et une perruque. Et voilà, donc c'est vraiment, il y a la notion de spreading de l'IP. On va montrer la petite vidéo. Moi, personnellement, ce que je trouve intéressant, quand on parlait, Anne nous parlait de l'international et de l'enjeu international des IP, c'est aussi qu'une IP, c'est pas forcément le futur Marvel. C'est aussi comment, comme tu le décris, une idée essentielle même de fondation de boîte qui va grandir petit à petit, finit par s'installer. Et là, la déclinaison elle-même, j'imagine que vous les protégez et qu'ils peuvent aussi avoir un avenir, parce que les métiers, c'est un enjeu sociétal très important aussi. Ça peut être aussi en dehors de sentiers qu'on avait imaginés pour l'avenir de sa création.
Complètement. Enfin, pour moi, le meilleur exemple, c'est l'université Paris-Créteil, où on utilise les puppets, enfin, les personnages qu'on a là, on utilise cette direction artistique. Mais en vérité, je disais, on présente 6 métiers de la recherche, mais en fait, non, on présente 6 méthodes de recherche. Donc, l'enquête, le prototypage, la fouille archéologique, c'est des méthodes de recherche. Et donc, ça sert à parler non plus de métier, mais de méthode. C'est des choses auxquelles on n'avait pas du tout réfléchi. Pour l'UMM, c'était vraiment mettre en valeur des métiers inconnus. À chaque fois, c'est des choses un petit peu qui sortent des choses qui sortent de ce à quoi on avait pensé. Et il y a quelque chose. On a voulu aussi quelque chose d'assez international. On voit, c'est pas très haussmannien, c'est pas très, voilà, c'est un peu, c'est des Lego, quoi, c'est des jouets. Avec des contraintes contre lesquelles on tombe, on bute parfois à l'international. Par exemple, le programme est en préachat en Chine. Et pour le dire très frontalement, il n'y a pas de noir dans les préachats des épisodes en Chine. Voilà. Donc aussi, on se confronte, quand on fait une IP, c'est aussi se confronter à des marchés qui ont leurs limites culturelles, on va dire, si on peut parler de limites, en tout cas leur culture, et s'y adapter. Et après, avec sa propre moralité, tout ça. Et il y a un vrai sujet réglementaire aussi sur la diffusion de certaines œuvres en propriété intellectuelle, de respecter notamment la Chine, c'est un super exemple, notamment dans le jeu vidéo, ou même sur la diffusion culturelle plus largement, on doit passer sur un accord du gouvernement chinois pour valider les œuvres qui sont passées. Donc certains discours ne sont automatiquement refusés par l'administration chinoise. Donc c'est aussi des adaptations par rapport à certains territoires, par la réglementation et par le public qu'on doit faire sur l'IP. Et pour rebondir ce que tu disais sur la partie une propriété intellectuelle, c'est pas forcément Marvel, etc., c'est que le droit n'entraîne pas de conséquences, en tout cas ne donne pas de valeur à l'investissement qui est fait ou le montant d'investissement. Le droit d'auteur naît du fait de la liberté de création, de l'empreinte de la personnalité de l'auteur des éléments qui ont été créés. C'est-à-dire que la partie montant d'investissement est décorrélée, la partie notoriété est décorrélée de la protection au titre du droit d'auteur et au titre du droit de la propriété intellectuelle, ce qui peut donner une protection sur toutes les œuvres en fait, et après qui permet de protéger tous les projets, toutes les applications des idées, pour derrière soit faire des Harry Potter, soit faire des lapins crétins, des choses comme ça, ou des projets plus petits avec des moyens d'exploitation un peu plus innovants ou un peu plus adaptés à justement certains marchés, etc. Donc les petits personnages des métiers sont autant protégés que Spider-Man. Exactement. Et chacune des déclinaisons des petits personnages sont autant protégées que chacune des déclinaisons de Spider-Man, en l'occurrence. Après, j'imagine qu'en fonction des structures et aussi des projets, on peut partir du principe initial de je vais développer une IP dans lequel je vais essayer de réfléchir à peu près toutes les conséquences et l'intégrer dans son plan, où en gros le développement d'une IP préexiste avant même la création. Là, dans l'exemple des métiers ou d'autres projets, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Côté, pour toi, Gabriel, côté protection et engagement, est-ce qu'il y a une bonne pratique de dire à partir de quand on décide, ok, là j'ai un potentiel et je vais commencer à protéger les choses? En réalité, c'est deux organisations. Il y a une organisation juridique qui est obligatoire pour garder le contrôle entre guillemets de l'IP par la société qui est en train de créer l'IP, pour continuer à la développer, d'une part, et d'autre part, il y a un aspect plus opérationnel de conception sur lequel je vais moins pouvoir me prononcer. Bien sûr, il y a des œuvres qui sont plus enclines à développer un univers, à développer une IP, etc., que d'autres qui sont plus faites comme un one-shot, comme par exemple un film documentaire qui raconte une histoire, ou qui vient démontrer un certain discours. Il est difficile de le décliner en différentes œuvres, etc. Sur la première partie, ce qui est important en fait quand on crée une IP, c'est par rapport à tous les auteurs et autrices qui peuvent participer à la création de l'œuvre, il faut récupérer leurs droits. C'est-à-dire que le plus souvent, en tout cas en Union européenne, en France notamment, aux États-Unis c'est un peu différent parce qu'il y a d'autres systèmes et il y a une transmission d'IP qui est plus simple aux sociétés qui investissent et qui produisent. Mais en France, il faut faire des contrats de cession de droits d'auteur, en tout cas faire remonter les droits de propriété intellectuelle qui naissent sur les personnes physiques, qui créent les éléments, au studio.
Donc ça demande une organisation. Et si on ne le fait pas dès le départ, il est possible que l'univers, l'IP en question, reste la propriété de la personne physique. Et donc, Harry Potter, c'est tout à fait ça. On a une autrice qui garde un certain contrôle sur l'univers Harry Potter, qui a fait certaines sessions, certains contrats d'édition. Donc l'éditeur a aussi certains pouvoirs, ou voire des sociétés de production audiovisuelle ont certaines possibilités, mais elle garde quand même le contrôle sur le discours d'Harry Potter et sur l'œuvre Harry Potter. Il peut y avoir d'autres organisations, si on est plutôt avec des artistes intégrés dans la production et salariés, dans ce cas-là, d'essayer de récupérer, je dis l'ensemble des droits, mais ce n'est pas forcément l'ensemble des droits, mais pour dire plus simple, je dis l'ensemble des droits sur la propriété intellectuelle, pour qu'en fait le contrôle se passe plutôt sur le studio de production. C'est des modèles qu'on va plutôt retrouver dans le milieu du jeu vidéo, où c'est plutôt les studios de production de jeux vidéo qui vont être titulaires des droits et qui vont pouvoir justement faire toutes les déclinaisons qu'ils souhaitent en audiovisuel, en livre, en BD, etc., etc. Donc ce réflexe-là, c'est l'organisation de l'IP, de transférer les droits sur la société de production lorsqu'on veut justement ensuite créer un univers, ou en tout cas exploiter un univers. Ouais, justement, j'allais venir à ça. Sur la partie IP, il faut quand même penser que suivant les supports qu'on va utiliser, justement, les droits ne sont pas tout à fait gérés de la même manière. Comme le jeu vidéo, où effectivement, ou en série live action, on va être en droit audiovisuel, les droits d'auteur, etc. Donc c'est des choses auxquelles il faut vraiment penser au départ aussi, quand même, d'être vigilant sur les supports qu'on va utiliser, de bien verrouiller les droits au départ. Ouais, l'exemple le plus révélateur, c'est la question de la musique et de l'utilisation de la musique sur une première œuvre, notamment audiovisuelle ou multimédia. Il faut savoir que, par exemple, lorsqu'on va solliciter un compositeur de musique, il faut systématiquement lui demander s'il est adhérent à la SACEM ou pas. Parce que la SACEM, donc, c'est une société de gestion collective qui va gérer les droits à la place des compositeurs de musique. C'est les compositeurs de musique qui décident d'adhérer ou pas à la SACEM. Mais s'il est adhérent à la SACEM, il faut faire un contrat avec la SACEM directement. Et pour chacune des exploitations à envisager, donc si vous avez un thème musical que vous voulez réutiliser dans d'autres œuvres et d'autres adaptations, si la personne est à la SACEM, il va falloir à chaque fois demander l'autorisation de la SACEM. Ou en tout cas avoir un système d'autorisation. Ce qui peut complexifier certaines choses. Donc il y a aussi si on envisage de faire une IP 360, ou en tout cas un univers autour de cette IP-là, c'est des questions qu'il va falloir se poser, de se dire quelle est notre stratégie, quelle œuvre on veut créer. Donc on part par exemple d'un jeu vidéo, est-ce qu'on veut faire des œuvres audiovisuelles, ou on part d'un livre, est-ce qu'on veut faire un jeu vidéo derrière, quelles sont les conséquences derrière, est-ce que quelle personne je vais solliciter et quel droit je vais devoir récupérer auprès de cette personne pour pouvoir exploiter librement ces éléments-là. Parce que une dernière chose, lorsqu'on crée un univers ou un jeu vidéo, c'est pas seulement l'écriture qui va donner l'univers, c'est aussi parfois le graphisme, c'est aussi parfois la musique, etc., sur certaines œuvres, sur certaines IP. Donc c'est l'ensemble de ces droits-là qu'il va falloir aussi envisager et essayer de récupérer pour les exploitations, la stratégie qu'on envisage pour la création de l'univers, quoi. C'est un point important où on parle beaucoup d'IP comme étant quelque chose qu'on va protéger. Avant tout, c'est une œuvre et une création. Ouais. Et Virginie, toi, dans ton expérience et ton parcours, là, on parlait d'une naissance en cours et du développement d'une IP. Donc toi, tu travailles, comme tu disais, tu travailles beaucoup avec des IP déjà existantes et déjà installées. Moi, je travaille sur en fait la pub des produits dérivés, mais j'aime bien faire l'avocat du diable, c'est drôle. Non, mais simplement, c'est vrai. Enfin, on travaille sur des IP existantes, donc j'ai expliqué que l'enjeu pour nous, c'est de continuer à la faire vivre, effectivement. Mais il ne faut pas se cacher. À part 2 fois, j'ai été à ces rendez-vous où l'équipe marketing arrive avec l'intention, effectivement, de créer des jouets. Donc, il faut que nos designs, en fait, soient facilement adaptables aux jouets et avec ce moment fatidique qui est arrivé exactement comme un déjà-vu, et on va faire plein d'argent. Ok. Et là, nous, on se dit, mais ouais, mais on est quand même en train de faire un film et essayer de défendre la vision d'un réalisateur. Donc il y a tout ça parce qu'effectivement, c'est une économie, et je pense que ce qui intéresse l'industrie anglo-saxonne, c'est de fédérer de l'audience, et c'est aujourd'hui avec l'audience qu'on arrive à se faire financer des œuvres. Donc c'est plus après à parler plus tard à une stratégie de comment on crée de l'audience pour avoir peut-être le droit à un moment de faire vivre son IP quand elle est purement imaginaire et qu'il y a pas on est connu nulle part, etc., etc.
Et au point que des fois, l'IP est même secondaire sur la stratégie de jouer, c'est Tortue Ninja, où justement l'IP est né des jouets. Et en fait, c'était une IP existante, ils ont fait des dessins animés pour vendre les jouets. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de faire un revival d'un cartoon qui en fait a été là déjà pour vendre des jouets dans les années 70-80, qui en fait était déjà une récupération américaine des mangas japonais. Ils avaient fait une espèce de Blooby-Boulga à partir de 3 belles séries. Et ils ont fait quelque chose qui a fait vendre, a fait rêver en fait les enfants, puisqu'en fait c'était l'époque où la science se déployait et on faisait des jouets qui bougeaient dans tous les sens. Et ce qui était très intéressant de faire l'étude de recherche pour cette franchise, au départ on devait satisfaire 2 générations de fans, on va dire, enfin je ne sais pas si c'est des fans, mais d'audience, celle qui aujourd'hui a 45 ans, qui est née de ces années 80, et qui était donc plus dans le waouh, ça se transforme, on comprend ce qui est en train de se passer, à la génération qui était où il y a un revival avec DreamWorks qui a lancé une série cartoon, et c'est une nouvelle génération qui est beaucoup plus intéressée sur la relation entre les personnages, l'émotion. Donc du coup, c'était comment on satisfait 2 publics qui ont en fait des attentes différentes, et un réalisateur qui lui aussi a des attentes différentes. Donc en fait, on fait du puzzle, on fait des designs qui essayent de répondre à tout ça. Voilà. Et une petite précision sur ça, c'est que l'IP pour naître, n'a pas besoin d'être sur une œuvre d'art de grand maître ou des choses comme ça. Ça peut naître d'un jouet, justement, et derrière, le contrôle sur qu'est-ce qu'on fait de ces personnages-là qui ont été la première fois édité en jouet, ça va, en théorie, ça va être un contrôle qui va être exercé par le créateur du jouet en tant que tel. Il faut dire que le droit est indifférent du genre, de la destination, de la qualité des IP en question. On va rechercher à chaque fois s'il y a l'empreinte de la personnalité de l'auteur ou les investissements suffisants pour créer un copyright dans l'œuvre en question. Et là, il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est de l'entertainment pur. Du coup, ça a une valeur. C'est... Que dire? Mais bon, il y a des choses positives quand même. C'est un fer de lance de l'innovation technologique. Enfin, c'est aussi, il y a d'autres choses. Enfin, bref, c'est un autre sujet. Et pour amener un petit contre-pied. Donc effectivement, on a grandi dans les années 80. Je pense que j'étais biberonné moi aux jouets qui en fait étaient avant tout des dessins animés on a découvert plus tard qu'ils avaient été produits uniquement pour nous faire acheter des jouets. Alors j'ai une petite anecdote personnelle. Quand j'étais enfant, j'étais un gros fan d'un dessin animé qui s'appelait Jay, c'est les Conquérants de la Lumière. Ah, génial! Et quand j'étais gamin, je fabriquais tous les jouets en Lego et j'aimais celui-là parce que c'était le seul où les jouets n'existent pas. Et j'avais l'impression de ne pas me faire avoir par le marketing des autres jouets de l'époque, les masques et autres. Jusqu'à 20 ans plus tard, où j'arrive chez Ubisoft, je vois le catalogue Mattel de l'époque et je découvre que les Jace et les Conquérants de la Lumière étaient un jouet à l'origine aux États-Unis qui n'a jamais marché, donc il n'est jamais arrivé en Europe. Mais le dessin animé avait été produit uniquement pour vendre ces jouets. Donc j'étais doublement eu par ce marketing-là. Et ce qui était très intéressant, c'est de faire partie de la controverse de Barbie. Donc nous, on a fait le pitch pour vendre en fait la vision. Est-ce que tu veux qu'on montre ta vidéo? Oui, mais bon, ça va peut-être arriver comme un cheveu sur la soupe maintenant. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que de faire l'étude avec toute la controverse de Barbie, de lire un script qui effectivement était détonnant à l'époque. Et puis de se rendre compte que l'intention originale de Barbie était plutôt positive, mais bon, il y a eu des travers, on va dire, et donc là il y avait cette intention de revenir à donner du sens. Donc c'était intéressant de faire partie de ça, et du coup, fort de cette lancée on va faire quelque chose de nouveau, et on va sortir des canons dans lesquels Barbie s'était emprisonnée. On s'était dit, on va faire quelque chose de qualité, on va oser proposer un rose différent. Non, ça s'est pas passé. Il y a quand même des choses que vous pouvez pas toucher pour l'identité de la marque, c'est pas possible. Donc on a essayé de rapporter du goût aussi, mais bon, le script était déjà suffisamment intéressant, donc ça, voilà.
Ils ont eu ça, un Oscar quand même. Et comme tu le dis, c'est intéressant, comme tu le soulignes, le contrôle de la marque, parce que en fait, sur ces IP-là, où on a un mélange entre droit des marques, et donc vente de produits, entre guillemets, et IP, droit d'auteur, où on va avoir un créateur, etc., qui a créé les jouets, enfin, en tout cas qui a créé l'univers ou les jouets, etc., etc., on aura un contrôle marketing où là, la marque va avoir encore une plus grosse importance et donc une partie plus commerciale on est là pour vendre un produit et donc on va essayer de remplir un cahier des charges, entre guillemets. Alors là, c'est ce mélange aussi des deux par rapport à certaines IP. Ouais, là, je peux donner, si ça vous intéresse, un exemple type de comment faire finalement les ventes de Barbie sont en train de tomber, comment ils s'arrivent à reviver cette marque-là en allant chercher en fait une actrice qui avait l'habitude de rôles, on va dire, différents, et qui se voit bien être la prochaine égérie Barbie et qui va chercher la réalisatrice qui a le vent en poupe et qui est capable de sortir un scénario différent. Et donc, du coup, qui va chercher la production designer qui sait faire, qui fait le grand écart entre les Sherlock Holmes et les Anna Karenina, qui ont un vrai travail magnifique d'oser, qu'il y a une vraie intention créative derrière. Et donc, se poser les bonnes questions de comment on sert le scénario et en même temps on sert la marque Mattel. Et donc là il y avait 3 images. Je peux peut-être montrer d'abord le clip et après celle-là, voilà, dans l'ordre en fait. Je ne sais pas si tu as le clip ou non. Bon bref, ou sinon on peut mettre les 3 images, on n'a pas besoin de. Je ne sais pas si ça passe. Ouais. Donc dans ce placement product des jouets Mattel. On ne peut pas tout avoir, on essaye d'avoir des bouts, en fait. Donc voilà, là, on peut se dire combien de placements produits des jouets qu'il y a eu et combien de redesign il y a eu pour créer une œuvre originale. Et donc là, par exemple, de cet univers-là, on a par exemple, ça c'est le pitch en fait, on reprend les maisons Mattel et comment on en fait un environnement en essayant de respecter comment le côté jouet va être détourné au profit de la création, au profit d'un style de langage visuel et d'acting. Et donc là, typiquement, ça c'est pas trop compliqué. Comment ensuite, il y avait vraiment des intentions d'aller chercher dans les comédies, pas les comédies musicales, si les comédies musicales, les grands, comment il s'appelait comment il s'appelait lui, les Broadway, là, tout ce qui était, il y avait quelqu'un qui faisait vraiment référence où on poussait le côté théâtral de Barbie, donc du jouet, mais devenu chorégraphie. Donc il y avait vraiment des intentions d'aller au-delà et de faire référence à toutes les comédies de Broadway, toutes les comédies musicales, de Broadway, qui avaient un vrai... quand on regarde ça, c'était extraordinaire. Donc de pousser cette créativité-là, donc on voit un petit peu sur le côté, et ensuite d'aller dans le discours du script qui était... justement, faites votre propre opinion et d'accepter la différence. Là, c'était la création de ce que c'est que la weird Barbie, celle qui correspond à aucun canon et qui... donc, comment, en fait, on va planter cela dans cet univers. Et du coup, et comment on ramène du goût, parce que quand même, Barbie, c'est... Bref. Et on avait toute une palette de roses, c'était magnifique, parce que la designer de production a un goût extraordinaire. Mais bon, c'est le seul truc qui est vraiment pas passé là pour le coup. Tu l'avais pitché comme ça ou Non, mais il y avait une vraie stratégie en fait de servir un petit peu toutes les assiettes pour que tout le monde soit content et de ramener des éléments novateurs tout en respectant la marque et en fait la marque veut prendre des risques à nouveau et comment en fait il faut aussi la protéger. Enfin, on essaye en fait, on n'a jamais la vraie réponse. Et ça dépend s'ils sont frileux ou pas. En fait, ça dépend de leur envie leur aversion au risque ou leur besoin de prendre des risques pour remonter les ventes. Ça dépend beaucoup de leur vision stratégique, je trouve, à un temps particulier, parce que souvent quand on relance comme ça une licence, c'est des sujets qu'on retrouve beaucoup dans le jeu vidéo, des licences qui viennent d'il y a 20 ans et qu'on essaye de ressortir
alors qu'on a deux publics différents avec des personnes. C'est une grosse tendance en ce moment. C'est une énorme tendance en ce moment parce que ça permet de sécuriser aussi certains publics. Mais du coup, il y a vraiment cette question de comment on va satisfaire la vision stratégique et on va essayer d'apporter un et la vision du réalisateur. Il y a quand même Tout à fait. toujours derrière quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, sinon il va pas donner 2 ans de sa vie pour le faire non plus. Donc il faut l'écouter. Et puis des fois, ça va pas du tout pour la marque et pour les fans. Donc c'est comment on accompagne en fait tout ça. Et on n'a pas la science infuse, mais on essaye. Et puis à la fin, c'est le réalisateur qui a le dernier mot de toute façon. Donc nous, des fois, ce que j'expliquais par exemple, j'ai bien essayé sur The Wrath of the Titan. Non, sur Chronos, si c'est The Wrath of the Titan, de leur expliquer que Chronos sortait pas d'un volcan, c'était Vulcano, que Chronos c'était le dieu du temps. Mais il fallait absolument que, comme le succès de Clash of the Titans, il fasse un monstre encore plus gros et encore plus fort. En fait, ils avaient trouvé un élément clé visuel qui marchait, c'était que l'eau donnait la dimension de l'échelle. Et donc, du coup, visuellement, ça marchait très, très bien. Donc là, il se dit, la lave, ça va marcher. Donc, c'est pas des fois, il y a des vraies réflexions et c'est génial et tout le monde est aligné. Des fois, c'est pas aligné. Des fois, les designs naissent de solutions juste pour faire un effet de surprise. Donc on essaie, c'est plein de petits cheveux de bataille qu'on essaye de gagner ou pas, ou en tout cas tout le monde, dans un film comme dans l'animation, on veut tous faire un produit de qualité, on vient tous avec des bonnes intentions, on va toujours travailler en pensant ça va marcher. À la fin, on ne sait pas, des fois, moi j'ai fait G.I. Joe quand même, il faut le dire, mais on ne sait pas ce que ça va donner à la fin, mais on y met tous quand même notre bonne cœur et bonne volonté, sachant qu'on ne va pas plus haut que c'est un produit commercial, mais il y a quand même des fans qui derrière ont rêvé et on les respecte aussi. Et si, par rapport à ce que disait Gabriel aussi sur la question de prise de risque, voilà, effectivement, pour Mattel, faire un film, on va dire que la prise de risque est mitigée. Mais c'est vrai qu'on est aussi dans une période de blockbusterisation où on voit qu'on est écrasé par les mêmes licences qui reviennent encore et encore et encore. Avec effectivement qui se réduit beaucoup à une question de financement, de prise de risque, aussi d'une culture dans laquelle on baigne complètement de nostalgie, où on va nous biberonner. Si c'est pas déjà une IP existante, elle va lui ressembler quand même beaucoup. Et en même temps, on voit que ce soit chez les diffuseurs, que chez les plateformes, même si elles arrêtent un petit peu, il y a aussi une nécessité de chercher quelque chose de nouveau, qu'ils ne trouvent pas. Donc on a aussi un océan d'opportunités qui, j'ai un peu l'impression en discutant avec un peu partout qu'on est aussi presque aseptisé par le fait d'avoir 80% du box-office, c'est à peu près toujours les mêmes licences. Et en même temps, il y a des choses nouvelles qui émergent. Là, ce que je trouve intéressant dans l'exemple de Barbie, et je pense que ça peut être un axe de discussion, c'est qu'on arrive à une facilité aussi de porosité qu'on a avec vis-à-vis des licences qu'on va maîtriser, des univers dans lesquels on évolue tous et des imaginaires qu'on a développés. Barbie, c'est un jouet. Si on demande à un réalisateur, une grande réalisatrice, des auteurs de s'approprier qu'est-ce qu'ils veulent raconter avec ça, ça ouvre des nouvelles choses. Et je pense qu'on a aussi ces possibilités-là avec les porosités qu'il y a de plus en plus, tu parlais du jeu vidéo, entre le jeu vidéo, le cinéma, l'animation, la bande dessinée. Par exemple, on parlait des jouets tout à l'heure, je fais juste un petit peu parce que moi ça fait partie de mes petits chouchous pour montrer aussi que c'est pas que la grande stratégie de Mattel. C'est un exemple que j'aime beaucoup, les Moche Moche. L'histoire des Moche Moche, donc il y a une série française. L'histoire d'origine, c'est que les petits personnages de Moche Moche, c'était un petit bonhomme que la productrice de La Cabane a découvert sur Instagram. La créatrice faisait la petite figurine sur Insta. Elle l'a découvert, elle a contacté la créatrice et depuis c'est devenu une série qui s'est développée à l'international, qui a la 2e saison et qui est en train aussi de se développer sur d'autres parcours. Donc voilà, le point de départ de l'IP peut être des choses complètement inattendues comme scroller sur Instagram et trouver un truc, contacter et se donner une idée. Donc c'est pas forcément quelque chose qui vient de nous, ça peut être aussi quelque chose qu'on a découvert. Et
ce point-là de comment est-ce que tout peut s'interconnecter. Par exemple, à SUPA, je sais que vous avez des projets qui sont entre le jeu vidéo et l'animation. Est-ce que toi, tu le vois comme aussi des opportunités pour développer quelque chose et comment est-ce que vous l'abordez, vous, en termes aussi de démarche créatrice? En tant qu'auteur, puisque moi je suis auteur sur toutes les séries dont j'ai parlé, c'est hyper excitant de se dire qu'on va pouvoir faire vivre nos personnages sur des médias différents. Ça, pour l'instant, je peux pas faire part d'un retour important sur le processus créatif où tout à coup tu te dirais attends, je sais qu'on va faire un jeu vidéo et en même temps une série animée et en même temps des jouets parce qu'on est une petite boîte. Donc pour l'instant on n'est pas là-dedans. Pour l'instant on en fait un et puis on se dit ah oui tiens ça marcherait bien un jeu vidéo. Ah bah tiens on va essayer de faire un pipeline qui nous permettrait de récupérer les assets du dessin animé pour les passer facilement en jeu vidéo. Ce qu'on est en train de faire, ce qu'on fait depuis 2 ans. Mais en effet, il y a quelque chose de hyper passionnant et qui n'est pas nouveau. Je veux dire, ça date de Balzac, hein, de la comédie humaine, ça date de Zola, des Rougon-Macquart. C'est envie de créer je sais pas comment on dit un metaverse, un truc comme ça. Moi, j'appelle ça la comédie humaine, mais bon, je suis plus balzacien que marvelien. Et donc, c'est un super grand kiff d'imaginer créer des univers, plus que créer juste une marque. Enfin, créer une marque, c'est créer un univers quelque part. Plus que juste créer un documentaire sur comment poussent les plantes. Se dire, tiens, je vais créer un univers et le 3e personnage, ben, on va le retrouver à tel endroit. Et les séquelles et les préquels et tout ça. C'est un super méga grand kiff de créer un monde à côté du monde. Et le créer sur plusieurs supports médiatiques, c'est un super grand kiff aussi. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire un retour d'expérience sur mon cerveau a été capable, dès le début d'un projet, de voir la matrice globale. Parce que je pense qu'il faut plein de gens pour voir la matrice globale. Et on est une trop petite boîte pour voir la matrice globale pour l'instant. Donc on fait étape par étape. Merci. Et Anne, donc je l'ai passé tout à l'heure, mais je sais que là, par exemple, tu travailles, tu accompagnes les étudiants de l'ESMA dans leur projet de fin d'études, et ça fait partie aussi des enjeux sur lesquels tu cherches à développer aussi, de voir qu'est-ce que les étudiants peuvent apporter, eux, en ayant grandi dans un environnement qui est un peu différent du mien. Ouais. En fait, j'ai foi dans cette jeunesse parce que je pense que en fait, on est sur des générations qui, en fait, n'ont plus de frontières entre les supports, ont navigué en jeux vidéo, ont vu des séries, mais pas forcément à la télé, utilisent leur mobile, jouent, regardent, voilà, ils utilisent tous les supports possibles. Et en fait, ils se rendent même pas compte que des fois, ils naviguent déjà dans des univers. Enfin, ils sont dedans, ils vivent dedans. Et en même temps, pour moi, ils sont je dirais les prochains. En fait, quand on parle aux États-Unis de showrunners, pour moi, c'est les futurs showrunners quasiment parce qu'ils sont sur tous les supports. Ils ont intégré les usages et ils sont capables d'aller sur des univers très larges et pas forcément sur les mêmes histoires suivant les supports, etc. Donc c'est vrai que là, j'essaye un petit peu de voir ce qu'ils ont un peu dans le ventre. Et de voir comment ils sont capables d'aller sur des sujets qui les portent. Alors c'est aussi ça rejoint un peu ce que tu disais, Peyo, c'est que finalement on s'aperçoit que la jeunesse, elle a beaucoup de choses à dire, pas forcément de la même manière que nous, notre génération, pas forcément les mêmes références, mais finalement ils ont beaucoup de sujets qui sont vraiment des problématiques d'aujourd'hui, de sociétales, de leurs problèmes à eux et qu'on retrouve même dans toutes les autres générations. Ils ont juste une autre façon de les exprimer et l'idée c'est effectivement de voir jusqu'où ils sont capables d'aller parce que je pense qu'ils ont déjà aboli les frontières que nous malheureusement je pense sur nos générations notamment en audiovisuel plutôt live action on a beaucoup de mal à franchir, c'est-à-dire que on est très cloisonné. Aujourd'hui, le cinéma, même si on a beaucoup d'exemples qui viennent des mélanges entre jeux vidéo, séries, etc. En France, par exemple, je trouve que c'est encore très compliqué de naviguer avec tous ces supports-là et de discuter avec des gens
du monde du jeu vidéo, le webtoon par exemple, qui fait une grosse, qui est en train d'émerger en France et qui a un gros potentiel pour justement faire émerger potentiellement des IP qui viendraient des jeunes. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui, il y a des possibilités. Et je pense que c'est plus pour moi les jeunes qui ont quelques clés. C'est webtoon, web novel, c'est des choses sur lesquelles ils sont en fait déjà et qui en fait ont des potentiels de développement d'IP. Du coup, je pense que voilà, c'est un petit peu. Je pense que les jeunes là, enfin franchement, si dans la salle il y en a il faut y aller. Je crois que c'est vraiment en ce moment qu'il ne faut pas hésiter à franchir les frontières, à être audacieux. N'hésitez pas à explorer des supports qui sont plus faciles à mettre en œuvre et qui permettent du coup de tester les fanbases, comme on dit, enfin de commencer à se construire une communauté, parce que aujourd'hui on a beaucoup parlé d'IP qui existent déjà, mais c'est vrai que pour moi un des problèmes que j'ai pu rencontrer en allant présenter des projets à des studios américains, français, etc. En fait, c'est souvent on vous dit ouais, mais ton IP personne ne la connaît, ou en tout cas très peu, si ça part d'un bouquin ou si au contraire c'est original. Donc c'est très compliqué à installer. Aujourd'hui, en fait, on peut quand même arriver à faire un certain nombre de choses à des petites échelles en termes d'économie pour pouvoir installer petit à petit une communauté. Et ça, les jeunes, ils savent très bien le gérer. Enfin, c'est assez impressionnant. En jeu vidéo, ils savent très bien le gérer. Bon, en série, on est un peu moins, c'est moins le cas. Mais du coup, il y a vraiment des choses sympas à faire. Je pense que là-dessus, c'est une approche complètement différente. J'ai parlé avec un nouveau studio qui, dès sa création, emploie un community manager, et que ça fait partie, le rétro-feeding des informations, des tests qu'ils ont fait sur les premiers publics, en fait, vont faire que ça va changer aussi leur écriture. Alors, je ne sais pas comment il faut le voir, parce que entre l'œuvre déterministe d'une personne non altérée qui ne va pas dans le consensus et donc qui va créer de l'originalité, et finalement les retours d'une communauté, d'un groupe qui a envie de voir quelque chose. Est-ce que c'est on veut voir la même chose pour se revoir dans le miroir? Je ne sais pas où ça va. C'est intéressant, c'est à explorer, mais c'est des phénomènes différents d'écriture, de développement créatif. Ça, c'est pour sûr. Oui, c'est un peu Internet, je trouve, qui a fait ça avec les créations audiovisuelles via YouTube, où on a un gros écoute de la communauté pour développer aussi certaines choses, certaines fictions, etc., etc. On arrive même à un stade où certains créateurs YouTube aujourd'hui veulent faire des jeux vidéo ou veulent faire des mangas, ou etc., etc. Le plus connu, c'est un créateur qui a monté l'Everest récemment, qui sort un manga, par exemple, qui n'est pas dans la même IP, mais qui utilise sa communauté pour créer une nouvelle IP qui est déjà lancée. Il faut savoir que le manga de Dinox Tag se vend bien en librairie en ce moment, très honnêtement, alors que c'est une toute nouvelle IP. Parce qu'en fait, il utilise un public, enfin, il s'appuie sur un public et une communauté qu'il a construit de son côté. Mais les créateurs YouTube ont toujours été, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, se sont construits par l'écoute de leur communauté. Dans le jeu vidéo, on est beaucoup dans le QA, donc le playtest, donc le retour de la communauté. Et aujourd'hui, dans le milieu indé du jeu vidéo, on fait beaucoup de ventes, enfin de sorties de jeux early access, donc avec des retours de communauté pour fonctionner, entre guillemets. Donc il y a un rôle, et dans le webtoon, sur les économies du webtoon qui sont beaucoup par abonnement aujourd'hui, par Patreon, etc., etc., on a le retour de la communauté aussi qui est très prégnante. Et c'est vrai que la création aujourd'hui artistique, et peut-être la création d'IP, se passe aussi par la constitution d'une communauté, d'un public, pour derrière faire évoluer avec le public une IP, etc., etc. Et là, je dépasse un peu mon rôle de juriste. Non, mais c'est... En plus, en termes d'audience, c'est vrai que de ce que je vois et ce que je lis en ce moment, c'est vrai qu'on est plus par rapport à ces constitutions de communautés et de co-création en fait dans les IP qui se développent. Et à l'avenir, alors pro ou pas, ça c'est pas la question, mais à l'avenir, moi je me souviens que j'avais rencontré un banquier qui avait investi dans un groupe de musique. Depuis 20 ans, il était promoteur, et en fait son rêve c'était par la crypto en fait que les investisseurs soient en fait le public fan. Ils avaient un fanbase de 700 000 personnes. Et en fait, qui bypass Universal, etc. Et donc les demandes de Universal, et qui
il crée cette producteur-consommateur, ce modèle-là. À voir ce qui va arriver, mais il y aura des tentatives là-dessus. C'est pas mal en train de se développer, enfin, de ce que je pense toi aussi tu en as des... C'est vrai qu'on arrive dans une période où on sait que les grands acteurs historiques à notre échelle à nous sont complètement chamboulés, ou voilà, qui regardent encore la télévision aujourd'hui alors que c'est le principal investisseur ou diffuseur de l'animation par exemple. Donc il va forcément redistribuer les cartes et l'émergence d'une quantité phénoménale de contenu. On parle de plus en plus même de contenu que de création sur YouTube, TikTok, etc. Qui à la fois baisse la barrière à l'entrée pour les créateurs, pour accéder à un public, mais qui est aussi de plus en plus difficile d'accès. Et à la fois ça donne des opportunités sans doute qui n'ont jamais existé auparavant pour toucher un public très très important, et en même temps une vraie difficulté d'émerger, et avec des critères qui est c'est pas un producteur-diffuseur qui va décider qui va nous présenter, c'est un algorithme. Donc, comment est-ce qu'on arrive à passer à travers? Récemment, personnellement, moi j'ai eu l'expérience d'accompagner un petit projet de jeu vidéo qui s'appelle Bodycam, fait par 2 frères qui ont vendu pour plus de 20 millions de dollars de jeux vidéo en un été, en ne passant ni par un publisher, ni par un diffuseur, en passant uniquement par une communauté qu'ils ont développée eux-mêmes, en utilisant la communauté d'un autre jeu aussi au parallèle, mais en tout cas qui passe complètement en dehors des sentiers battus, et qui montre aussi une génération qui a bien compris qu'ils peuvent se débrouiller sans le fonctionnement et le financement historique. Et je pense qu'il peut être aussi un potentiel. Anne, toi dans ton projet par exemple pas d'incubateur, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, toi, des outils que tu veux développer? Comment est-ce que tu approches? Je dirais que moi, en fait, sur les IP, ce pourquoi je trouve que la France, on a un peu plus de mal. Je dirais que notre plus gros problème, c'est l'écriture. C'est vraiment, on a vraiment du mal à sortir du côté franco-français et à être capable d'aller sur des histoires qui traversent les frontières, qui arrivent à toucher une dimension universelle, tout en étant local, ça n'empêche pas. Et du coup, c'est vrai que ma priorité, elle est plus à essayer de repenser les apprentissages de l'écriture, qui n'ont pas été bouleversés depuis la nouvelle vague, on va dire. On a toujours ce côté assez littéraire et assez... parce que voilà, on a cette historique-là. Et du coup, d'essayer de repenser cette dynamique d'écriture, parce que justement, aujourd'hui, les jeunes ont l'habitude de naviguer sur tous les supports. Et je pense que même en termes d'écriture, il va falloir qu'on arrive à un degré où les scénaristes ne seront pas que des scénaristes de séries live action ou animation, mais pour être capable de travailler à la fois sur du jeu vidéo, à la fois sur des webtoons, parce que c'est encore une autre... En fait, les bases du storytelling sont les mêmes. En fait, c'est vraiment, on a cette dimension de raconter une histoire et d'embarquer émotionnellement le spectateur. Et pour ça, en fait, il y a un certain nombre d'outils, de bases, de clés à avoir. Mais après, j'ai envie de dire que les supports, voilà, c'est des règles à connaître, que ce soit la gamification, les mécanismes de game plutôt, le webtoon, c'est encore un autre format, mais il faut connaître les contraintes. Mais je dirais que raconter une histoire et embarquer l'audience, elle est quasiment valable pour tout le monde. Et du coup, c'est vraiment, pour moi, un point important. Et la jeunesse, justement, qui n'est pas encore formatée, même si elle l'est sur un certain nombre de choses, elle est au niveau de l'écriture, on est encore assez peu formaté, à part ce côté un peu trop littéraire à mon goût, qui est trop présent en France, mais qui, du fait qu'ils ont un autre... Ils abordent les supports un peu différemment, ils sont effectivement sur des choses peut-être plus courtes, donc du coup, il faut un peu bouger les lignes. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, et c'est un peu là-dessus que j'essaye de... Donc l'idée de cette pépinière, c'est justement d'essayer de repenser cette partie-là, mais aussi, il y a un autre enjeu, c'est on va pas pouvoir... moi, c'est vrai, quand je parle des IP, on cite souvent des choses comme Harry Potter, Stranger Things, etc.
et que j'adorais qu'on fasse ce genre de choses en France. Aujourd'hui, on n'est pas en France, faut pas oublier que voilà, on est sur un territoire français, on a une économie qui est quand même plus limitée que les Américains et qu'on ne pourra jamais faire un pilote de série, par exemple, à 3 à 5 millions. Il ne faut pas rêver. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut à la fois, comme les frontières bougent, on commence voilà, à être sur différents supports, on a la capacité je pense, d'aller sur des formats qui ne sont peut-être pas standards et surtout d'arriver comment dirais-je, à trouver, à repenser un petit peu ce pipeline de création, production, et d'arriver, en fait, moi l'expérience que je vis actuellement à l'ESMA est intéressante parce que je travaille avec beaucoup de gens de la partie technique, et c'est très intéressant de voir à quel point, quand on bosse ensemble, on peut arriver à faire des choses vraiment incroyables. Parce que voilà, on est sur les mêmes, on arrive à la fois sur l'écriture et sur la partie technique. Donc en fait, on arrive à faire des choses, à pousser les limites, mais en n'ayant pas forcément le budget des Américains, en n'ayant pas forcément le budget. Alors je dirais qu'il faudrait aujourd'hui, les IP, on peut les penser au niveau européen, parce je pense qu'il y a une vraie place à prendre au niveau européen. En termes de financement même, puisqu'il commence à y avoir des alliances, et de pouvoir du coup développer des choses. Mais il va falloir repenser notre pipeline créatif et production, je pense, et repenser l'apprentissage de l'écriture, ce qui me paraît fondamental. Et il y a un sujet sur certaines IP, il y a même parfois des IP qui partent, et c'est assez particulier, mais il y a des IP qui partent pas de l'écriture, entre guillemets. Typiquement, Dead Cell, qui est un jeu vidéo français indépendant qui a été fait à Bordeaux, qui a eu un bon succès dans la scène indépendante, même mondiale, a été après transposé en animation et en jeu de société, etc., etc. Le plus gros exemple, c'est Arcane avec League of Legends. Et honnêtement, je pense que moi, j'ai été joueur il y a 10 ans de League of Legends. Le scénario de League of Legends, je ne l'ai jamais lu. En fait, j'ai jamais su de quoi on parlait. Pour moi, c'était juste un jeu avec des mécaniques de gameplay qui m'ont intéressé. Et je pense que la communauté d'Arcane, en tout cas celle qui regarde Arcane parce qu'elle vient de League of Legends, c'est à peu près pareil. Je pense qu'ils viennent parce qu'ils connaissent une licence, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps sur cette licence. Ce qui donne aussi une hyper liberté sur la rédaction du scénario d'Arcane pour faire un super scénario. En fait, ça laisse, après là, on reprend un peu, on rattrape un peu le retard des fois qu'on a dans le jeu vidéo, même si les amis narrative designers m'étrangleraient si je dis ça. Parfois, on a un peu de retard sur l'écriture dans le jeu vidéo parce qu'on a d'autres aspects qui prennent le là, entre guillemets, le gameplay, les graphismes, etc., mais qui permettent quand même de créer des IP et derrière qui laissent la place sur un univers à écrire, etc., etc. Et pour Cyberpunk, par exemple, également. Et il y a un autre phénomène aussi dont j'entends beaucoup parler en ce moment, notamment chez les jeunes, les ados. Apparemment, le podcast est une source assez étonnante de découverte d'IP. Et du coup, ils écoutent beaucoup les podcasts et en fait, ils vont ensuite lire et ensuite découvrir les choses au fur et à mesure. Et ça, j'étais assez étonnée de la part des ados. Je trouvais que c'était assez intéressant. Je suis d'accord avec toi et c'est là que je suis étonné que de ce que tu dis sur la nouvelle vague. Parce que la nouvelle vague, c'était le podcast du cinéma, c'était prenez votre caméra, allez dans la rue, ça coûte pas cher. Tout comme le podcast, c'est prenez votre micro, allez faire un truc, ça coûte pas cher. Le seul truc, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de moyens. La nouvelle vague naîtrait maintenant avec ce même discours de prenez votre caméra, prenez deux potes, allez filmer dans la rue. En plus, avec tout ce que la nouvelle vague a importé comme la notion d'intertextualité, en partant beaucoup du film noir américain. Et après, il y a beaucoup de bouquins qui ont découlé de la nouvelle vague. Et il y a vraiment eu ça, il y a eu de la musique. La nouvelle vague, c'est aussi beaucoup de musique. Et du coup, c'est juste que elle était tellement innovante, la nouvelle vague. Moi, je ne suis pas fan des films de la nouvelle vague, mais en tout cas, l'idée de faire un cinéma libre, un cinéma qui pète les studios, qui sort des studios, parce qu'on était en studio avant la nouvelle vague, et qui va dans la rue, qui prend sa caméra, pour moi, c'est exactement la même chose que je prends mon micro, je vais faire un podcast. C'est juste qu'à l'époque, il y avait peut-être une chaîne de télé, il n'y avait pas Internet, etc. Mais la nouvelle vague arrive maintenant, elle se diffuse, avec une force. Elle se diffuserait avec une force extraordinaire et elle bouleverserait encore plus qu'elle n'a bouleversé à l'époque. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu décris aussi YouTube comme il s'est développé. Oui, bien sûr. En fait, c'est carrément ça. C'est le même mécanisme. Après, c'est le même mécanisme. C'est arrêtons de penser que tout coûte trop cher
Non, Ah oui. l'auteur, l'important c'est l'auteur. Là, je te rejoins sur la nécessité d'apprendre, réapprendre à écrire, mais l'important c'est l'idée de base. Et n'importe qui peut prendre une caméra et ça coûte plus rien du tout, son téléphone et machin. Et c'était l'idée de la nouvelle vague. Sauf que dès qu'on veut un petit peu d'investissement, ce qui aujourd'hui, quand on n'est pas connu, ce qui va faire valeur, c'est effectivement peut-être toute cette implication des joueurs qui a eu émotionnelle et donc sur lequel ça va devenir des insurance. Si on met un investissement, il y aura un retour et plus la voix de certaines personnes qui peuvent avoir une vision. Donc il y a un changement de... En tout cas, il y a une transition. Ouais. On va peut-être garder quelques minutes pour des questions. Et juste un tout petit point par rapport à ce que disait Anne. Moi, par rapport à la France, il y a une chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps à travers mon métier sur le développement des IP et par rapport aussi au travail qui est fait au sein des écoles. On n'arrête pas de dire que les écoles françaises sont les meilleures écoles au monde, que ce soit de l'animation, de cinéma, de jeux vidéo. Il y a quand même une énorme différence, c'est qu'en France, pour la plupart des écoles, c'est l'école qui est propriétaire des IP. Et dans le reste, en tout cas aux États-Unis, je ne peux pas dire, mais dans le reste de l'Europe, c'est les étudiants, dès leur jour, ils sont responsables, ils sont propriétaires de tout ce qu'ils créent au sein de leur école. Donc quand ils veulent le développer, que ce soit un jeu vidéo, que ce soit un film, que ce soit un projet d'entreprise, l'école les pousse à le faire, parce que l'école n'a aucune responsabilité, aucune propriété du projet, alors que nous, c'est l'inverse. Les étudiants le signent. Et je pense que ça, c'est un vrai questionnement à accompagner là-dessus. Ouais. C'est un sujet sur lequel je me bats pour les écoles de jeux vidéo pour qu'elles laissent l'IP à leurs étudiants. Et justement, j'ai envoyé quelques lettres de mise en demeure récemment à ce sujet-là. On en parlera. Voilà. Et, moi, je voulais juste rajouter un petit quelque chose par rapport à la nouvelle vague. C'est surtout que, en fait, ça a généré des. Enfin, là aujourd'hui, par exemple, sur la génération notamment sur le cinéma, c'est auteur/réalisateur avec des égos surdimensionnés qui ont beaucoup de mal, et notamment pour avoir un studio américain avec qui j'avais pu discuter, ils étaient partants pour développer des séries en France, et malheureusement ils se sont confrontés à des auteurs qui ne voulaient pas retravailler leur texte, qui s'imaginaient... En fait, c'est surtout cet héritage-là dont je parle, parce qu'effectivement, sinon ça laissait quand même une grande liberté. Et ça, c'est un vrai souci en France, sur cet ego d'auteur et slash réalisateur, puisque c'est un peu ce modèle-là. Or, en fait, en série, en jeux vidéo, etc., en fait, c'est une équipe en fait qui bosse. C'est pas, il y a quelqu'un qui va être garant de la vision et qui va s'assurer que l'histoire tienne la route et reste sur les rails. Mais en dehors de ça, c'est quand même une équipe qui développe le projet. Donc, c'est vrai que ça, c'est des modèles qui aujourd'hui sont... Ouais, d'ailleurs, il y a la notion d'œuvre collective. Je ne sais pas si tu as quelques mots là-dessus. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que juridiquement, on peut créer soit, lorsqu'on est plusieurs à créer une œuvre, soit une œuvre de collaboration, et donc ça sera des œuvres dans lesquelles plusieurs auteurs travaillent de concert, et dans ce cas-là, l'œuvre appartient à tous les auteurs, personnes physiques en même temps. Et la notion d'œuvre collective, lorsqu'une œuvre est créée sous la direction et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale. Et dans ce cas-là, il y a un transfert automatique des droits qui se font directement sur la personne qui dirige et qui produit l'œuvre, etc., etc. Il faut savoir que moi, pour simplifier, en gros, quand c'est des petites équipes, notamment dans le jeu vidéo, on sera plutôt dans l'œuvre de collaboration, parce que tout le monde apporte leur mot à dire. Lorsqu'on est sur une production un peu plus grosse, un peu plus AAA, un peu plus blockbuster, là, on sera totalement dans l'œuvre collective, et donc une dévolution automatique des droits à la société qui produit, dirige et qui va publier ensuite l'œuvre. Peut-être donner la parole à la salle s'il y a des questions. Dernier petit point, si je peux aborder sur la question financière, parce qu'on n'a pas trop abordé, et c'est quelque chose que Payot avait abordé aussi sur la constitution de catalogue. Il faut savoir que lorsqu'on crée des droits de propriété intellectuelle, lorsqu'on crée des œuvres, etc., il y a des droits de propriété intellectuelle et ça constitue des actifs, et donc des actifs dans le patrimoine d'une société. Il y a plusieurs façons de constituer une valeur dans une œuvre, dans une société des industries culturelles et créatives. Créer plusieurs œuvres, donc créer des catalogues, donc des actifs qui sont valorisables, etc., etc. Et donc même des fois pour lever des fonds ou pour avoir des financements auprès du CNC, etc., ça s'évalue financièrement, ce genre de droit de propriété intellectuelle. Mais la création de communautés, une chaîne de communautés, voire une marque qui est sur cette chaîne,
constitue aussi une certaine valeur qui peut être un actif, qui peut être aussi valorisé, etc. Donc c'est aussi des questions, outre le juridique ou outre la création, etc., l'organisation, c'est aussi des questions très fortes de financement et de survie de l'entreprise et de stratégie financière derrière lorsqu'on crée des IP, quoi. Bonne précision. Alors, je ne sais pas, on a encore quelques minutes pour des questions ou je ne sais pas s'il y a s'il y en a. Et là, vous parlez de l'AIE. Oui, mais légalement, ça vaut rien. Je vous aide. Hein. Tu vas aller dans la salle. Moi, j'ai des questions, bien sûr. D'abord, pour Virginie, tu disais que c'était le réalisateur qui, au final, avait le final cut. Ça m'a surprise quand tu as dit oui, ça. Heureusement, quand même. Après, chaque projet est différent. Donc, quelle est l'influence d'un producteur ou d'une marque qui vont... Il y a des discussions entre portes fermées. Nous, toutes nos réunions, ça se fait dans les war rooms. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a rien qui sort. Non, mais quand même, typiquement... il y a quand même des réalisateurs qui sont producteurs. D'ailleurs, c'est plus producteur-réalisateur aux États-Unis que producteur-auteur. C'est assez rigolo. Donc, ils ont une dimension commerciale. Ils font partie des prises de décision. En tout cas, ils ont le fin mot. Par contre, ils sont plus ouverts. Ils sont beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire qu'il y a une vraie culture à laisser les chefs de département leur partie créative. Et eux, ils sont vraiment cantonnés à l'histoire, les acteurs. S'ils ont un desiderata visuel, ils vont avoir plus leur mot à dire, effectivement. Mais il y a une beaucoup plus grande confiance et pas besoin de mettre ses pieds partout. Il y a un vrai travail d'équipe, je pense, qui est naturel dans les productions anglo-saxonnes. Ouais, je pense que tu as bien résumé de dire c'est plutôt réalisateur-producteur versus en France plutôt réalisateur-auteur. Ce qui fait un positionnement différent dans les grandes réunions. Ils restent avec un poids. Ouais. Et des fois, ils mettent de l'argent aussi dessus. Après, il y a peut-être des distinctions à faire entre la série et les films. Non, peut-être parce que... Oui, parce que les séries, c'est encore plus compliqué en termes de montage. Il y a plus de... Les réalisateurs, là, pour le coup, sont plus des exécutants. Invités. Et donc, il y a des showrunners qui vont ou pas garder une mainmise. Donc, il y a plus de personnes dans la salle, ouais. C'est une question aussi qui contrôle les droits. Si on refait une œuvre initiale et qu'on appelle un réalisateur pour faire une adaptation de cette œuvre-là, en fait, si on laisse pas assez de liberté en pratique au réalisateur en tant que titulaire des droits, le réalisateur il va partir. Donc il y a aussi un côté d'équilibre des forces ou d'équilibre de la terreur, si je puis dire, sur qui décide. Et c'est pour ça que le plus souvent on va... Il y a plein de stratégies différentes. Marvel, la stratégie, c'était pour insuffler le grain de nouveauté et de créativité, on va chercher des réalisateurs qui ont fait des petits films qui ont marché et on les broie. Non, pardon. Non, mais après, voilà, leur marge est beaucoup plus réduite parce que du coup, Marvel, avec les gens qui sont au board, ont une vraie mainmise sur la créa. C'est eux qui vont planter les easter eggs, qui vont faire en sorte qu'il y a des histoires croisées, qui vont nourrir le fanbase. Donc là, pour le coup, les réalisateurs sont invités pour leur créativité, mais ils n'ont pas autant leur mot à dire. Il y a un enjeu financier qui est énorme. Ouais, aussi, de toute façon. Et autour de la table, tu as le service marketing aussi qui est son... De toute façon, là, en fait, ça dépend de chaque IP à ce moment-là est organisé différemment, avec des jeux de pouvoir différents. Et à la fin, quand vous mettez 200 millions de dollars sur la table, évidemment, vous n'allez pas prendre de risques. Ou très peu. Enfin, c'est un peu logique aussi, quoi. Peut-être qu'il faut faire des projets moins chers, où on peut prendre plus de risques, je ne sais pas. C'est exactement la stratégie Après, actuelle. je veux garder mon travail, parce qu'en fait, mon travail n'existe pas dans les petits projets, malheureusement. C'est exactement la stratégie actuelle de l'industrie du jeu vidéo, de faire des plus petits projets avec plus de risques. Oui, mais il faudrait qu'ils aient dans ça là des artistes. Et je ne peux pas travailler. Projets, ou c'est des projets avec moins de marketing? Non, il y a plus de marketing encore. Ouais, justement, le budget marketing est en train d'augmenter. Bon, dans le jeu mobile, c'est la moitié, voire les 3/4 du budget, c'est dans le marketing. Dans le jeu PC console, ça a tendance à augmenter, justement. Je peux une seconde dernière question? Oui. Oui. Pour M. Supamon, pour Dr Peyo, pour les métiers, par exemple, qu'est-ce que vous proposez? C'est la propriété de Supamonks.
Et vous protégez les personnages ou si un autre studio fait d'autres métiers que vous n'avez pas fait, ou qu'est-ce qui est protégé sur cette série par exemple? Je crois que rien n'est protégé, que c'est protégé naturellement en fait. Exactement. Mais qu'on n'a fait aucune démarche pour protéger. C'est-à-dire qu'on a... Non, ouais, c'est nul. Non, juste, on est... Bon, il se trouve qu'il y a une certaine forme de facilité parce que j'écris tout et je réalise tout et je suis producteur aussi. Donc naturellement, je n'ai pas m'auto-voler. Mais si je fais des métiers, si moi je fais des métiers que vous n'avez pas fait, je pense que la justice, enfin que je vais t'attaquer en justice et que je vais gagner. En fait, il faut savoir que les droits d'auteur naissent du seul fait de la création. Donc le fait que Peyo ait créé les éléments, ces personnages sont protégés et il est resté titulaire, justement, à titre de personne physique, des droits d'auteur en question. D'accord, donc c'est pas Supamonks, c'est toi. C'est partagé entre Supamonks et moi, puisque Supamonks me paye pour écrire des scénarios et réaliser, et en échange, ils deviennent propriétaires d'une partie au moins des droits d'exploitation, des droits de... Ça dépend de vos contrats, mais c'est des sujets confidentiels. Bon, de toute façon, c'est entre moi et moi. Donc, voilà. Entre toi, employeur Supamonks, et toi, auteur... Employé Supamonks. Je vais voler le micro. Je profite des échanges sur les courts-métrages des écoles. Je sais qu'on a Artefix qui est ici aussi. Est-ce que vous avez eu des cas avec des entités qui vous ont approché pour des cours étudiants et comment ça se passe? Ça t'ennuie si je réponds, Johan? Bonjour Luc Pourrinet, je suis le directeur du développement de l'école Artefix. Je rappelle qu'on est juste producteur délégué des films et qu'on n'est pas propriétaire de la propriété intellectuelle. Je demande aux étudiants de déposer leurs projets, que ce soit des scénarios et leur travail en direction artistique, auprès de la SACD. Ça a eu un mérite, ça crée une antériorité, parce qu'encore une fois, si toi, pendant que tu crées Peyo, s'il y a quelqu'un qui a la même idée et qui la sort avant toi, même si toi, tu l'as créé avant, si tu ne crées pas d'antériorité, tu ne peux pas défendre tes droits. Pardon, monsieur le juriste. En fait, l'antériorité, elle va aussi partir de pas forcément de publication, mais de preuve. Donc la preuve la plus simple, c'est la publication, en tout cas, ou le dépôt auprès d'une société de gestion collective. Mais si Peyo arrive à dater un élément qui est antérieur encore, il pourrait être titulaire. Ouais, c'est ça, sachant qu'en parfois, on peut être aussi dans des situations où on peut plaider l'inspiration commune. Et donc, dans ce cas-là, les deux œuvres peuvent coexister également. Donc après, c'est au cas par cas. Mais... Ouais, et après, c'est les tribunaux qui s'en occupent. Pour répondre à la question, ça nous est arrivé une fois. D'ailleurs, tu étais là, tu étais à l'école à l'époque. Des jeunes ont créé un dessin animé. Et puis, il y a un producteur qui est venu nous voir en nous demandant si c'était possible de pouvoir l'exploiter en série. On leur a dit bien évidemment. Et puis, ils ont laissé tomber pour des raisons diverses et variées, mais c'est jamais un problème. Et il est arrivé une fois qu'une chaîne ait envie de diffuser un film, en l'occurrence Green, et ils ont acheté les droits. Et les droits sont revenus, les droits d'achat sont revenus aux étudiants. Effectivement, ça arrive vraiment très régulièrement si on prend toutes les écoles, ne serait-ce que les écoles d'Eureka. Il y a plusieurs séries dans l'histoire qui sont nées de projets de fin d'études d'étudiants. Et Luc l'a très bien dit, à Artefix, effectivement, on avait fait un travail sur être vraiment clean sur la manière dont des étudiants, quel est le statut des projets de fin d'études. Il y a encore un travail dans beaucoup d'écoles, effectivement énormément sur le jeu vidéo. Mais effectivement, jeux vidéo, c'est pareil. Par exemple, il y a tout un groupe l'an dernier de chez Isard Digital qui a été embauché pour développer leur jeu au sein d'un autre studio. Alors, je n'ai pas regardé légalement comment ça s'est passé, mais par contre, ils ont sorti le jeu à partir du projet de fin d'études qu'ils avaient fait au sein d'un studio. Moi, j'ai une anecdote sur le film de fin d'études de mes associés qui était Supermoine, d'où le nom Supamonks. Il y a des prêtres bénédictins, je crois, qui sont venus nous trouver ça devait être en 2014, parce qu'ils faisaient pousser des plantes, et ils ont mis en fabrication un soda qui s'appelle Holy Pop. Et ils nous ont racheté les droits de Supermoine pour vendre leur soda. Et on a refait le court-métrage que mes camarades avaient fait pendant leurs études. On l'a refait en mode pub, avec beaucoup plus d'argent.
Et dans la pub, donc dans le Supermoine 2, on a le Supermoine qui boit un soda Olipop qui lui donne sa force. Et ben quelque part, c'est une sorte d'IP, quoi. Le court-métrage de fin d'études est devenu une IP qui sert à vendre des sodas faits par des moines bénédictins. Voilà. Et qui est pas très bon. C'est un soda au pruneau. Alors, mais un exemple encore, même entre Valenciennes et Montpellier, tu as Engarde, donc le jeu qui était j'aime beaucoup, un projet de fin d'études qui a gagné, alors c'était pas les Pégases à l'époque, c'était les Ping, qui a gagné le prix du meilleur jeu étudiant en tant que jeu étudiant à la sortie de Rubica, et qui a gagné le prix du meilleur premier jeu en tant que studio avec Fireplace à Montpellier. C'est le même jeu qui a continué sa carrière entre les deux, donc ils ont eu 2 fois un prix pour le même jeu. Ils ont eu les 2 prix, les Ping et les Pégases. Et ils ont pris les 2 générations. Bonjour, merci beaucoup. Déjà, c'était assez passionnant comme discussion. Moi, il y a une question qui m'est venue assez rapidement et qui s'est développée justement au fur et à mesure de vos discussions. C'est la question du cross-média et de peut-être des nouvelles écritures justement directement pensées cross-média. J'avais une question sur la forme que ça pourrait faire. Si j'ai bien compris, Supermonks, vous faites ça en interne. Du coup, vous avez une autre filiale une autre boîte qui appartient à Supermonks qui va faire le développement du jeu vidéo et qui va récupérer des assets. Mais est-ce que vous voyez justement dans le futur, peut-être, sur cette nouvelle création, l'idée d'avoir plusieurs entreprises qui travaillent sur différents aspects de l'univers, que ce soit une série, de l'écriture de romans, de bandes dessinées, sur de l'écriture de films, ce genre de choses. Et moi, je me posais la question, du coup, sur cette nouvelle écriture qui serait, du coup, à l'initiative d'auteurs, les auteurs qui sont, du coup, un statut qui est assez précaire. L'idée de se lancer, justement, dès l'écriture, dès la conception, sur un univers qui va coûter des millions, du coup, en jeu vidéo, enfin, potentiellement, mais en jeu vidéo, en film, malheureusement, nos industries culturelles sont incroyables, mais coûtent beaucoup d'argent. Et moi, j'avais justement cette question de quelle forme on pourrait prendre, quel dispositif on pourrait faire pour aider la création justement au niveau des auteurs sur quelque chose de cross-média. Et est-ce que peut-être une nouvelle forme d'entreprise qui serait uniquement un pool d'auteurs, d'IP, qui diffuserait ça dans les différents studios. Voilà, quelle est votre vision en tant que juriste, que producteur, etc., de ce potentiel futur? Je réponds juste au point juridique et après je laisserai la parole bien plus complexe à mes compères et comparses. Mais en fait, il faut savoir que qu'est-ce qui justifie de créer plusieurs sociétés? C'est que les sociétés ont des statuts différents et parfois des conventions collectives différentes. C'est-à-dire que lorsqu'on est un studio de jeux vidéo, par exemple, on ne peut pas embaucher des intermittents du spectacle à l'intermittence. Ça bloque le fait de développer certaines activités en audiovisuel ou en animation. Si on veut faire de la motion capture, donc embaucher des comédiens, on ne peut pas leur donner le statut d'intermittent au spectacle. Donc il y a certaines limites juridiques à certains statuts de société. C'est pour ça que lorsque un studio de jeux vidéo va faire une œuvre dérivée d'un film ou une animation, il va soit passer par un producteur qui va s'en occuper, soit créer une boîte pour le faire, parce qu'il a besoin de ce statut-là pour embaucher les gens, en tout cas pour certains artistes-interprètes, pour les embaucher, pour avoir le bon statut. Il y a un deuxième sujet qui est un sujet fiscal. Lorsqu'on fait une galaxie de sociétés et qu'on fait une holding, il y a des questions d'optimisation fiscale qui peuvent rentrer en jeu, et donc de permettre un meilleur financement de la création, etc., etc. Et il y a aussi une question de contrôle de l'IP et des contrôles des sociétés qui vont exploiter les IP. Donc parfois, il y a des personnes qui vont juste intervenir sur la création du jeu vidéo, d'une licence, etc. Et donc on va leur laisser une partie de contrôle uniquement sur la partie jeu vidéo de tout l'écosystème de société. Donc c'est aussi une construction qui va répondre à certains besoins pratiques ou en tout cas juridiques d'organisation derrière. Oui, je dirais que c'est tout l'enjeu, et ça avec Valérie, on en a pas mal parlé, c'est tout l'enjeu de créer des nouveaux écosystèmes qui puissent répondre à ces besoins-là en fait aussi. Moi, c'est vraiment des réflexions que j'ai en ce moment et de voir dans quelle mesure on peut avoir
à la fois des gens du jeu vidéo, à la fois des gens de la partie série, de mettre en commun en fait des savoir-faire, des expertises pour être capable de sortir ces IP. Et effectivement, il y a une réponse juridique, mais je pense qu'on peut trouver des façons différentes de monter les choses, et peut-être sous la forme... Alors, ce qui est intéressant justement à Montpellier, c'est tout cet écosystème qui existe et qui représente toutes les expertises dont on a besoin pour créer ce genre de projet, en fait. On a à la fois les studios d'animation 3D, on a les studios de tournage, on a la mocap, on a aussi tous les créateurs BD, manga, on a tous ces supports en fait à représenter, toutes ces expertises. Moi je dirais que ça, je vais revenir à un truc, c'est je pense que ça passe par des changements de mentalité, de conception, de façon de penser les choses, et notamment sur la partie écriture. Je pense que c'est à ce niveau-là où il y a quelque chose à faire, parce qu'il faut mettre ces personnes en fait, ensemble pour qu'elles puissent se nourrir les unes les autres, et surtout affranchir tous les aspects, peut-être règles ou des écritures que représente chaque support en fait. De notre côté, on essaye de faire des IP quand on ne fait pas que du service, et ça fait 2 ans, c'est dur. Et du coup, on en arrive à découvrir un format qui pourrait être une première avancée, une première poussée, parce qu'elle serait moins chère à créer, parce que ça correspond à des nouveaux... non, c'est pas des nouveaux en fait, c'est juste en train de revenir, c'est le visual novels. Parce qu'en fait, c'est entre eux, il y a déjà en fait du public, ça existe depuis des décennies. C'est juste en train de grossir, et du coup, ça peut rassurer des investisseurs. Ça coûte moins cher. Il y aurait des formats d'écriture innovants. D'ailleurs, c'est un format qui se cherche en intégrant plus ou moins des jeux. Mais il y a des plateformes, moi j'entends parler en fait des plateformes qui sont en train d'arriver. Il y a des concepteurs qui, genre le Maciej Kuchera qui est un des concepteurs de design de films tels que Ghost in the Shell, etc. Lui, il a monté une boîte, il est parti à fond là-dedans en fait. Donc, comme ça a toujours été quelqu'un de visionnaire, je me dis, bon, il doit flairer quelque chose. Et donc, voilà, il y a des choses comme ça. Et tous les producteurs à qui je parle aujourd'hui sont tous en train de me brandir leur petit téléphone mobile. Ça doit passer par là, ça doit passer par là. Bon, voilà. Et donc... Et sur les visual novels, c'est un vrai marché. Moi, j'ai pas trop de visibilité dessus parce que ça existe dans le jeu vidéo, et donc c'est des ventes qui se font beaucoup, mais qui sont peu couvertes par les investisseurs, par l'industrie du jeu vidéo indépendante, etc., etc. Mais par contre, c'est une industrie qui nécessite pas en tout cas dans le jeu vidéo, qui nécessite pas des outils, en tout cas des ordinateurs ou des téléphones portables très évolués pour être consommés, entre guillemets. Et donc on a un marché qui est immédiatement mondial. Donc lorsqu'on est sur un marché européen avec quelques centaines de millions de personnes et qu'on passe quasiment instantanément sur un marché à 5 milliards de personnes, tout de suite le succès n'est pas le même. Et c'est vrai que ce genre d'œuvre, les visual novels, ça marche très bien en Asie, et notamment sur le marché domestique asiatique et chinois et indien. Et ça, enfin, si vous arrivez à sortir une œuvre qui est un visual novel, qui est la source d'une IP pour un IP 360, qui a un succès dans le marché domestique chinois ou indien, vous faites partie des plus grosses fortunes françaises, très directement. C'est impossible à faire, mais... Je vais juste prolonger pour finir de répondre à ta question, ce que tu disais, Gabriel. Au-delà de la fiscalité, il y a aussi le fait qu'en France, on est sur des industries assez subventionnées par l'État, et que selon que tu aies ton code APE, je ne sais pas comment on dit, selon que ton entreprise soit déterminée comme étant une entreprise de jeux vidéo, une entreprise de création audiovisuelle, une entreprise de cinéma animation, tu peux aller taper à différents guichets. Et multiplier les entreprises, multiplier la possibilité d'aller taper à des guichets. Les guichets, c'est aussi bien demander des prêts à la BPI, qu'à l'IFSIC, qu'au CNC, qu'à d'autres, qu'aux régions, etc. C'est aussi ce qui fait que parfois on a peut-être une certaine tendance à multiplier les vaisseaux pour justement aller un peu taper là-dedans. Il y avait aussi la question en effet des droits, des contrats que tu peux rattacher aux entreprises. Et je te donne juste un exemple. Quand tu fais une série télé, par exemple,
tu fais la musique souvent qui va avec, et tu peux collecter auprès de la SACEM les recettes musicales qui sont réparties. Soit l'auteur récupère 100% des recettes, l'auteur de la musique, auteur, compositeur et souvent interprète, soit la loi dit que l'éditeur de la musique peut récupérer 50% et l'auteur 50%. Mais pour collecter cette musique-là, tu peux pas être, si tu es un studio d'animation, tu ne peux pas collecter cette musique-là. Il faut être une boîte éditrice de musique. Donc tu vas créer, je te parle en connaissance de cause, une boîte qui est capable de collecter des droits SACEM. Donc petit à petit, voilà, c'est des choses comme ça. Et pour répondre à ta question sur ta vision du futur, sur une boîte qui sera un pôle d'auteur, mettons un truc hyper excitant, ça existe. Monkey Eggs a tenté de faire ça il y a 6 ou 7 ans. C'était vraiment des auteurs de talent, des super gars en plus. Et le truc, c'est qu'ils ont réussi à vendre 2-3 choses, mais quand tu es juste des auteurs, malheureusement, tu n'as pas forcément la capacité de t'entourer d'avocats, de t'entourer d'experts, d'entourer machin. Leur premier projet, ils se le sont fait acheter par Xilam, qui est une très belle boîte, mais une boîte qui s'y connaît, on va dire, en termes de captation de l'argent. Et ben, ils n'y ont pas survécu, et il y en a qui bossaient, mais ils ont dû splitter et éclater. Je pense que pour l'instant, c'est difficile. En tout cas, je ne sais pas comment tu fais quand tu es juste un intellectuel, un auteur, pour en plus protéger tes droits, etc. C'est pas simple, quoi. On pourra peut-être continuer cette discussion après la table ronde et libérer la place. Désolé, juste un dernier truc, mais la stratégie que tu soulignes, c'est typiquement sur la musique, c'est la stratégie faite par Ubisoft aujourd'hui. Ils ont ouvert un studio de musique pour lancer une activité musique. Et sur les modèles un peu alternatifs, il y a les scopes, il y a les coopératives d'auteurs, mais ça reste sous le format d'une SAS souvent. Donc c'est en fait un format classique qu'on va essayer de gérer différemment pour justement pouvoir avoir quand même un véhicule, parce qu'il y a aussi les questions de, outre le fait de se faire accompagner par des spécialistes sur des sujets, etc., c'est aussi les questions de financement. Qui va donner de l'argent à un groupement d'auteurs? On va plutôt donner de l'argent soit à un auteur seul, parce qu'on le connaît, on l'accompagne, c'est plus du mécénat, ou on va investir dans une boîte qui existe, et dans ce cas-là, c'est une levée de fonds classique ou un prêt bancaire, quoi. Donc c'est aussi la question des financements derrière qui se joue. Merci beaucoup. Merci à vous.